Bonsoir, belle âme, bienvenue sur ma chaîne où je te propose des histoires apaisantes et captivantes pour t'accompagner vers un sommeil serein. Si tu apprécies ce moment de détente, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça soutient mon travail et m'aide à te proposer encore plus de récits relaxants. Alors, installe-toi confortablement, et laisse-toi emporter par l'histoire de ce soir. Il existe des nuits où le monde semble se replier sur lui-même, où la frontière entre le visible et l'invisible devient poreuse, où les secrets enfouis depuis longtemps remontent à la surface comme des épaves émergeant des profondeurs. C'était une de ces nuits-là lorsque Julien Mercier arriva à Port-des-Brumes, un petit village côtier accroché aux falaises de Bretagne Nord, battu par les vents et cerné par la mer. Le trajet depuis Paris avait duré 7 heures. 7 heures pendant lesquelles Julien avait conduit dans un état second, l'esprit engourdi par la fatigue et une mélancolie sourde qu'il traînait depuis des mois comme une ombre obstinée. À 42 ans, cet écrivain autrefois célèbre pour ses romans psychologiques n'avait plus publié depuis 3 ans. Son dernier livre avait été un échec critique et commercial, une chute brutale après une décennie de succès. Mais ce n'était pas vraiment l'échec qui le rongeait. C'était autre chose, quelque chose de plus profond, de plus ancien. Une faute qu'il n'avait jamais vraiment affrontée et qui pesait sur lui comme une dette impayée à la vie elle-même. Il avait fui Paris dans l'espoir de retrouver l'inspiration, ou du moins un semblant de paix. Son éditeur l'avait prévenu avec une franchise brutale. « Julien, si tu ne livres pas quelque chose dans les 6 mois, on ne renouvelle pas ton contrat. Je sais que tu traverses une période difficile, mais le monde de l'édition ne fait pas de cadeaux. » Ces paroles avaient résonné dans son esprit pendant des semaines, alimentant une anxiété qui le réveillait en pleine nuit, le cœur battant, incapable de se rendormir. Port-des-Brumes était le genre d'endroit où l'on vient disparaître, volontairement ou non. Le village comptait à peine 200 habitants permanents, dispersés dans des maisons de pierre grise dont les toits d'ardoise luisaient sous la pluie perpétuelle. Quelques commerces essentiels subsistaient. Une boulangerie, une épicerie qui faisait aussi bar-tabac, une poissonnerie. Pas de touristes en cette saison, juste le vent, la mer et le cri incessant des mouettes. Julien avait loué une petite maison en bordure du village par l'intermédiaire d'une agence en ligne. Les photos montraient une bâtisse simple mais accueillante, avec vue sur la mer. Ce qu'elle ne montrait pas, c'était l'isolement presque absolu du lieu, cette sensation d'être au bout du monde, là où la terre s'arrête et où commence l'immensité liquide et mouvante de l'océan. Il arriva en fin d'après-midi, alors que la lumière déclinait déjà vers ce crépuscule précoce de janvier. Le propriétaire, Monsieur Le Guenec, l'attendait devant la maison. C'était un homme d'une 60aine d'années, au visage tanné par le sel et le vent, aux yeux délavés couleur d'océan. Il accueillit Julien avec une politesse réservée typique des Bretons, lui remit les clés, lui montra les rudiments de la maison. « Vous êtes écrivain, c'est ça ?» demanda le Guenec en allumant la cheminée pour chasser l'humidité des pièces. « Oui, » répondit Julien. « Enfin, j'essaie de l'être encore. » Le Guenec hocha la tête. « Vous avez choisi le bon endroit pour écrire. Ici, il n'y a rien pour vous distraire. Juste le bruit de la mer et celui du vent. Parfois, c'est exactement ce qu'il faut. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, le Guenec s'arrêta sur le pas de la porte et se retourna. « Il y a quelque chose que vous devriez savoir, » dit-il d'une voix plus basse, presque hésitante. « Quelque chose concernant le phare. » Julien fronça les sourcils. « Quel phare ?» Le Guenec désigna vaguement la direction nord. « Le phare de la pointe du Cormoran. Il se trouve à environ 3 kilomètres d'ici, le long de la côte. Abandonné depuis une 50aine d'années. Officiellement, il est dangereux, interdit d'accès. Mais ce n'est pas vraiment ça qui retient les gens d'y aller. »« Qu'est-ce qui les retient alors ?» demanda Julien, intrigué malgré lui. Le Guenec eut un sourire énigmatique. « Les histoires. Vous savez comment sont les villages. On raconte que certaines nuits, quand la brume est épaisse, une lumière s'allume au sommet du phare. Toute seule. Comme si quelqu'un était encore là-haut, continuant son service des décennies après l'abandon du lieu. » Il marqua une pause, puis ajouta « Mon grand-père disait que c'était l'âme du dernier gardien, Mathieu Kervella. Un homme tourmenté, paraît-il.
Mais personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Julien ne croyait pas aux fantômes. Il était un homme rationnel, formé par la pensée cartésienne et l'analyse psychologique. Mais quelque chose dans cette histoire résonna en lui d'une manière qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer. « Merci de m'avoir prévenu, dit-il simplement. Le Guénec haussa les épaules. « Je vous préviens, c'est tout. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais si vous décidez d'y aller, attendez le jour. La côte est traîtresse, et avec la brume, on peut vite se perdre. » Après le départ de son logeur, Julien déballa ses affaires. Il avait apporté peu de choses, des vêtements chauds, son ordinateur portable, quelques livres, un carnet pour les notes manuscrites. Il prépara un dîner simple avec les provisions achetées en route, alluma un feu dans la cheminée, et s'installa devant son ordinateur pour tenter d'écrire. La page resta désespérément blanche. Ses doigts survolaient le clavier sans jamais vraiment se poser. Les mots refusaient de venir, ou plutôt, les bons mots refusaient de venir. Ceux qui surgissaient étaient creux, artificiels, dépourvus de cette vérité émotionnelle qui avait fait le succès de ses premiers romans. Après une heure de cette lutte stérile, il ferma l'ordinateur avec un soupir de frustration. Il se leva, s'approcha de la fenêtre. Dehors, la nuit était tombée complètement. On ne distinguait plus rien, juste l'obscurité profonde ponctuée du bruit des vagues qui se brisaient contre les rochers. Puis, progressivement, une brume épaisse commença à monter de la mer, rampant sur la terre comme une créature vivante. En quelques minutes, elle enveloppa tout, transformant le monde en un espace ouaté et irréel où les contours se dissolvaient, où la distance perdait tout sens. Julien observa cette transformation avec une fascination presque hypnotique. Il y avait quelque chose de primordial dans ce spectacle, quelque chose qui touchait à des peurs ancestrales enfouies dans la mémoire collective de l'humanité. La brume qui efface les repères, qui rend le familier étrange, qui cache et révèle en même temps. Et c'est alors qu'il la vit. Au loin, dans la direction qu'avait indiqué le Guénec, une lueur faible mais distincte perçait l'opacité de la brume. Une lumière jaune, vacillante, qui apparaissait et disparaissait selon les volutes de brouillard. Le phare. La lumière du phare qui, officiellement, ne fonctionnait plus depuis 50 ans. Julien sentit son pouce accélérer. Il y avait une explication rationnelle, forcément. Un randonneur égaré, un groupe de jeunes venus défier les interdictions, peut-être même un effet d'optique. Mais une voix plus profonde en lui murmurait autre chose, l'appelait vers cette lumière comme les marins d'autrefois étaient appelés par les chants des sirènes. Il regarda l'heure. 20h30. Il était raisonnable de rester ici, au chaud, en sécurité. Le Guénec l'avait prévenu des dangers de la côte par tant de brume. Mais la raison, ce soir-là, pesait peu face à une impulsion plus forte, un besoin presque viscéral de comprendre, de voir, d'aller au bout de quelque chose. Il enfila son manteau épais, ses bottes, prit une lampe torche puissante et sortit dans la nuit brumeuse. Le froid le saisit immédiatement. Un froid humide qui pénétrait jusqu'aux os. La brume était si dense qu'il voyait à peine à 3 mètres devant lui. Il dut s'orienter au son, suivant le rugissement de la mer qui indiquait la direction de la côte. Il marcha pendant ce qui lui sembla une éternité, progressant lentement sur le sentier côtier rocailleux et irrégulier. La lumière de sa lampe créait des halos fantomatiques dans la brume, révélant brièvement des formes végétales, des rochers, le vide inquiétant là où la falaise s'interrompait brutalement pour plonger vers les eaux noires. Plusieurs fois, il trébucha, manquant de peu de chuter. Mais il continuait, attiré par cette lueur lointaine qui apparaissait périodiquement dans les trouées de brouillard. Au bout d'une heure de marche difficile, le phare se matérialisa enfin devant lui. C'était une construction imposante, une tour cylindrique d'une 20aine de mètres de hauteur, en pierre blanche jadis immaculée mais maintenant tachée par des décennies d'abandon et de tempêtes. Des lichens vert de gris colonisaient les parois. Les vitres de la lanterne au sommet étaient pour la plupart brisées. Une grille rouillée barrait l'entrée, mais elle pendait de travers sur ses gonds, laissant un passage suffisant pour qu'un homme puisse se glisser à l'intérieur. Julien s'arrêta, indécis. Il était encore temps de rebrousser chemin.
Mais la lumière brillait au sommet, indéniable, réelle, et elle exerçait sur lui une attraction irrésistible. Il franchit la grille en se faufilant de côté, pénétrant dans le phare abandonné. L'intérieur sentait le renfermé, le sel et la pierre humide. Sa lampe révéla une pièce circulaire au rez-de-chaussée, presque vide. Quelques objets subsistaient, vestiges d'une époque révolue, une chaise cassée, des étagères effondrées, des débris de verre. Un escalier en colimaçon de métal montait vers les étages supérieurs, disparaissant dans l'obscurité. Julien commença à monter, ses pas résonnant dans le silence avec un écho métallique inquiétant. Les marches étaient glissantes, corrodées par l'humidité. À plusieurs reprises, il dut s'agripper à la rampe rouillée pour ne pas perdre l'équilibre. Il passa devant plusieurs paliers déserts, des pièces vides où le vent s'engouffrait par les fenêtres brisées, sifflant lugubrement. Enfin, il atteignit la lanterne au sommet. C'était une pièce circulaire entourée de grandes vitres, dont beaucoup étaient cassées, laissant entrer la brume et le vent. Et là, au centre, sur une vieille table en bois miraculeusement préservée, brûlait une lampe à huile. Une vraie lampe à huile, à l'ancienne, sa flamme dansant doucement dans les courants d'air. Julien resta immobile, sidéré. Quelqu'un était venu ici récemment pour allumer cette lampe. Mais qui? Et pourquoi? Il s'approcha lentement, comme si la lampe risquait de disparaître s'il faisait un mouvement trop brusque. À côté d'elle se trouvait un carnet relié de cuir, épais et usé par le temps. Il tendit la main, hésita, puis saisit le carnet. Il l'ouvrit. Les premières pages étaient couvertes d'une écriture serrée, penchée, datant manifestement d'une autre époque. En haut de la première page, une inscription, journal de bord du phare de la Pointe du Cormoran. Mathieu Kervella, gardien. Commencé le 15 mars 1952. Julien s'assit sur le sol poussiéreux, dos contre le mur, et commença à lire à la lueur de la lampe à huile. Au début, c'étaient des entrées banales, des notations techniques sur l'état du phare, les conditions météorologiques, les navires aperçus au large. Mathieu Kervella décrivait sa vie solitaire avec une sobriété presque poétique. Il parlait des couchers de soleil sur l'océan, des tempêtes qui secouaient le phare comme un arbre dans le vent, des longues nuits d'hiver où il était seul avec ses pensées et le rythme régulier de la lumière tournante. Mais progressivement, le ton changeait. Les entrées devenaient plus personnelles, plus troublées. Mathieu évoquait une période difficile de sa vie, un chagrin qu'il portait, une faute qu'il n'arrivait pas à oublier. Il ne donnait pas de détails au début, juste des allusions voilées, comme s'il n'osait pas mettre des mots sur ce qui le tourmentait. Puis, vers le milieu du carnet, l'écriture se faisait plus tremblante, presque désespérée. Julien lut l'entrée datée du 23 novembre 1954. La tempête fait rage depuis 3 jours. Je n'ai jamais vu la mer dans un tel état de fureur. Les vagues sont hautes comme des montagnes, et le vent hurle comme une meute de loups. J'ai fait mon devoir, j'ai maintenu la lumière allumée, guidant les navires loin des récifs. Mais cette nuit, quelque chose de terrible s'est produit. Quelque chose que je ne me pardonnerai jamais. Julien tourna la page, le cœur battant, et continua. Le mécanisme de rotation était grippé. Je m'en étais aperçu 2 jours auparavant, mais j'avais pensé pouvoir le réparer moi-même, économisant ainsi l'argent du dépannage que mes supérieurs auraient dû débourser. Vanité stupide. Avarice coupable. Cette nuit, le mécanisme s'est complètement bloqué. La lumière ne tournait plus. Elle restait fixe, éclairant toujours dans la même direction, laissant les autres secteurs dans l'obscurité totale. J'ai essayé de le faire tourner manuellement, j'ai passé des heures à lutter contre l'engrenage récalcitrant, mais rien n'y faisait. Et puis, vers 3 heures du matin, j'ai entendu le bruit. Un fracas épouvantable, même par-dessus le rugissement de la tempête. Un navire venait de s'écraser sur les récifs du Cap Noir, exactement dans le secteur que ma lumière défaillante n'éclairait plus. Le Marie-Jeanne, un chalutier de Port-Louis avec 7 hommes à bord. J'ai couru sur la côte, j'ai crié, j'ai supplié, mais que pouvais-je faire? Les secours n'arriveraient qu'au matin, et ce serait trop tard. La mer était trop déchaînée pour qu'un canot puisse être mis à l'eau.
J'étais impuissant, condamné à regarder ces hommes mourir par ma faute, par ma négligence, par mon orgueil stupide qui m'avait fait croire que je pouvais réparer seul ce mécanisme. À l'aube, quand la tempête s'est calmée, les secours ont retrouvé le navire échoué. 7 corps. Cette famille détruite. Cette vie perdue à cause de moi. L'enquête officielle a conclu à un accident, attribuant le naufrage à la violence exceptionnelle de la tempête. Personne n'a su pour le mécanisme défaillant, je l'avais réparé dans la nuit, travaillant comme un possédé pour effacer les traces de ma faute. J'ai menti. J'ai laissé croire que tout était en ordre. Et cette lâcheté est peut-être pire encore que la négligence initiale. Julien sentit sa gorge se serrer. Il continua sa lecture. Les pages suivantes décrivaient la descente de Mathieu Kervella dans un enfer personnel. La culpabilité le rongeait, le privait de sommeil, hantait chaque instant de sa vie. Il voyait les visages des 7 hommes morts dans ses rêves, les entendait l'appeler, l'accuser. Il avait songé à se confesser, à révéler la vérité, mais la peur des conséquences l'en empêchait. Peur de la prison, peur du jugement social, peur de la honte qui s'abattrait sur sa famille. Il avait continué à exercer son métier pendant encore 3 ans, mais chaque nuit passée dans ce phare était un supplice. Puis, en 1957, il avait quitté son poste brusquement, prétextant des raisons de santé. Le phare avait été fermé peu après, remplacé par un système automatisé moderne installé sur un autre site. Mathieu avait vécu encore 20 ans, dans l'alcool et l'isolement, avant de mourir d'une cirrhose en 1977. Mais ce n'était pas la fin du carnet. Après plusieurs pages blanches, l'écriture reprenait, mais différente cette fois. Moins serrée, tracée avec une encre plus récente. La date indiquée était 1975, 2 ans avant la mort de Mathieu. Je reviens ici pour la première fois depuis mon départ. Le phare est abandonné maintenant, voué à la ruine. Mais c'est ici que je dois revenir, ici que je dois accomplir ce que j'aurais dû faire il y a 20 ans. Je rallume la lampe, comme je le faisais autrefois. Non pas pour guider les navires, ils ont d'autres phares maintenant, plus modernes, plus fiables. Je rallume la lampe pour les 7 hommes qui sont morts. Pour les éclairer dans leur voyage, où qu'ils soient. Pour leur dire que je ne les ai pas oubliés, que pas un jour ne s'est écoulé sans que je pense à eux, sans que je porte le poids de leur mort. C'est mon pénitence. Chaque fois que la brume se lève, chaque fois que les conditions ressemblent à cette nuit maudite de novembre 1954, je reviens ici et je rallume la lumière. Je veille comme j'aurais dû veiller. Je m'assure que la lumière tourne, que tous les secteurs sont éclairés, que personne d'autre ne mourra par ma négligence. C'est tout ce que je peux faire maintenant. Ce n'est pas suffisant pour racheter ma faute, rien ne le sera jamais. Mais c'est ce que je peux offrir. Ma vigilance tardive. Mon repentir silencieux. Ma lumière dans les ténèbres. Les dernières entrées du carnet continuaient sur ce thème. Mathieu revenait régulièrement au phare, par tous les temps, rallumant la vieille lampe à huile qu'il entretenait méticuleusement. Il décrivait ce rituel comme la seule chose qui lui apportait une forme de paix, même fragile, même incomplète. La dernière entrée datait de quelques semaines avant sa mort. Je sens que je n'ai plus beaucoup de temps. Mon corps me lâche. Mais j'ai fait ce que je devais faire. J'ai veillé. J'ai maintenu la lumière allumée, nuit après nuit, par brume épaisse et par tempête. Je n'ai pas sauvé les 7 hommes que j'ai perdus, mais peut-être ai-je sauvé d'autres vies au fil des années. Je ne le saurai jamais. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que j'ai essayé. J'ai essayé de réparer ce qui ne peut pas vraiment être réparé. J'ai essayé de compenser l'incompensable. Et dans cet essai, aussi pathétique soit-il, j'ai trouvé une raison de continuer à vivre. À celui qui lira ces lignes un jour, si quelqu'un les lit jamais, je veux dire ceci. Nous portons tous des fautes, des regrets, des moments où nous avons failli à notre devoir, où nous n'avons pas été à la hauteur de ce que nous aurions dû être. Ces fautes nous définissent autant que nos réussites, peut-être plus. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas la faute elle-même, c'est ce que nous en faisons ensuite. Nous pouvons la fuir, la nier, l'enterrer au plus profond de nous.
où nous pouvons l'affronter, la reconnaître, et essayer, même maladroitement, de réparer ce qui peut l'être. Le pardon ne vient pas toujours de l'extérieur. Parfois, il faut commencer par se pardonner soi-même, en faisant la paix avec ce que nous avons été, avec ce que nous avons fait, et en choisissant d'être meilleur à partir de maintenant. Julien referma lentement le carnet. Ses mains tremblaient légèrement. Il resta assis là, dans cette lanterne au sommet du phare abandonné, la lampe à huile projetant des ombres dansantes sur les murs, et sentit quelque chose se briser en lui. Non pas se briser dans le sens de se casser, mais plutôt dans le sens de s'ouvrir, comme une coque trop serrée qui craque enfin, libérant ce qui était enfermé depuis trop longtemps. Car l'histoire de Mathieu Kervella n'était pas seulement la sienne. C'était aussi celle de Julien, d'une certaine manière. Lui aussi portait une faute, un moment de faillite morale qu'il n'avait jamais vraiment affronté. Cela remontait à 7 ans, lorsqu'il était au sommet de sa carrière. Un jeune écrivain talentueux, Marc Dulac, l'avait approché lors d'un salon du livre. Marc était enthousiaste, admiratif, et surtout, il avait écrit un roman brillant qu'il espérait voir publié. Il avait demandé à Julien s'il pouvait lire son manuscrit, peut-être le recommander à son éditeur. Julien avait accepté, avait lu le texte, et avait été frappé par son originalité, sa puissance émotionnelle. C'était exactement le genre de roman qui aurait pu devenir un succès majeur. Mais au lieu de recommander Marc comme promis, Julien avait fait quelque chose d'impardonnable. Il avait été pris d'une jalousie soudaine et venimeuse, la peur que ce jeune talent ne vienne le détrôner, ne lui vole la place qu'il occupait dans le paysage littéraire. Alors il avait menti. Il avait dit à Marc que le manuscrit n'était pas assez abouti, qu'il devait être retravaillé en profondeur, qu'il n'était pas prêt pour la publication. Marc, découragé par l'opinion de celui qu'il considérait comme un maître, avait abandonné. Il n'avait jamais publié ce roman. Il avait abandonné l'écriture peu après, se reconvertissant dans un métier alimentaire. Et Julien, lui, avait continué sa carrière, portant ce secret comme une tache invisible que personne d'autre ne voyait mais qui le salissait de l'intérieur. Quand son propre déclin avait commencé, quand ses livres avaient cessé de rencontrer leur public, Julien n'avait pu s'empêcher d'y voir une forme de justice cosmique. Il payait pour sa trahison. Il payait pour avoir sabordé le rêve d'un autre par pur égoïsme et lâcheté. Mais comme Mathieu avant lui, il n'avait jamais vraiment affronté cette faute. Il l'avait enfouie, niée, rationalisée. Il s'était convaincu que Marc n'avait probablement pas tant de talent que ça, que son jugement initial était peut-être justifié. Mensonge à soi-même, la pire forme de lâcheté. Assis là, dans ce phare hanté non pas par des fantômes mais par le poids du remords et du repentir, Julien comprit enfin ce qu'il devait faire. Mathieu lui avait montré le chemin. On ne pouvait pas effacer le passé, mais on pouvait choisir de réparer ce qui pouvait l'être, même partiellement, même imparfaitement. On pouvait choisir de rallumer la lumière. Le vent s'était apaisé. Julien ne l'avait pas remarqué immédiatement, absorbé qu'il était par sa lecture et ses réflexions. Mais maintenant qu'il prêtait attention, il constata que le rugissement de la tempête s'était transformé en un murmure doux. La brume elle-même semblait moins épaisse, moins oppressante. Comme si le monde extérieur répondait à la transformation intérieure qu'il venait de vivre. Il se leva lentement, ses jambes engourdies par la position assise prolongée. Il s'approcha des vitres brisées de la lanterne et regarda dehors. L'aube n'était pas encore là, mais quelque chose dans la qualité de l'obscurité indiquait que la nuit touchait à sa fin. Et effectivement, alors qu'il observait, une lueur grise commença à pointer à l'horizon, là où le ciel rencontrait la mer. Julien prit la lampe à huile, la souleva doucement. La flamme vacilla mais ne s'éteignit pas. Il monta les quelques marches menant à la plateforme extérieure qui entourait la lanterne, celle d'où les gardiens pouvaient observer l'horizon à 360 degrés. L'air était frais mais plus doux maintenant, chargé de cette odeur particulière qui précède l'aube, mélange de mer, de rosée et de terre qui s'éveille. Il se tint là, tenant la lampe à bout de bras, et regarda la brume se dissiper lentement. C'était un spectacle fascinant, presque magique. Les volutes de brouillard devenaient transparentes, révélant progressivement le paysage en contrebas.
La mer apparut d'abord, d'un gris profond strié de blanc là où les vagues se brisaient contre les rochers. Puis la côte se dessina, ses falaises abruptes, ses criques cachées, le sentier sinueux qu'il avait emprunté pour venir. La lumière de l'aube grandissait, transformant le gris en rose pâle, puis en or. Le soleil émergea finalement de l'horizon, une boule de feu orange qui teintait tout d'une luminosité chaude et apaisante. La brume se retira complètement, révélant une mer paisible, presque calme, dont la surface ondulait doucement comme la respiration d'un être endormi. Julien sentit quelque chose se détendre en lui, une tension qu'il portait depuis si longtemps qu'il en avait oublié le poids. Les larmes vinrent sans prévenir, roulant silencieusement sur ses joues. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de soulagement, de libération. Comme si, en lisant l'histoire de Matthieu, en reconnaissant ses propres fautes à travers celles du gardien de phare, il avait enfin obtenu la permission de se pardonner, ou du moins de commencer le processus. Il leva la lampe plus haut, la tenant comme un flambeau. La lumière qu'elle émettait était dérisoire comparée à celle du soleil levant, mais elle avait sa propre signification. C'était la lumière du repentir, de la volonté de réparer, de l'engagement à faire mieux. C'était la lumière que Matthieu avait rallumée nuit après nuit, non pas pour effacer sa faute mais pour honorer ceux qu'il avait perdus et pour s'assurer que personne d'autre ne mourrait par sa négligence. « Merci », murmura Julien à l'adresse du gardien disparu. « Merci de m'avoir montré le chemin. Merci de m'avoir rappelé que le pardon commence par l'honnêteté avec soi-même, par la reconnaissance de nos fautes, et par l'engagement sincère à réparer ce qui peut l'être. » Il resta là jusqu'à ce que le soleil soit complètement levé, baignant le paysage d'une lumière claire et pure. Puis il souffla doucement sur la flamme de la lampe, l'éteignant avec respect. Il redescendit dans la lanterne, replaça la lampe à sa place sur la table, à côté du carnet qu'il laissa ouvert à la dernière page, comme une invitation pour le prochain visiteur, si jamais il y en avait un. Le retour vers la maison fut différent de l'aller. Le sentier côtier, si menaçant dans la brume nocturne, révélait maintenant sa beauté austère. Les falaises de granit plongeaient vers une mer d'un bleu profond, parsemée d'écume blanche. Les ajoncs en fleurs diffusaient leur parfum de coco, les wayas ondulaient sous la brise légère. Des cormorans séchaient leurs ailes déployées sur les rochers émergés, et au loin, un vol de fous de bassans plongeait dans l'eau à la recherche de poissons. Julien marchait lentement, savourant chaque pas, chaque souffle d'air marin, chaque rayon de soleil sur son visage. Il se sentait étrangement léger, comme si le poids qu'il portait depuis des années s'était allégé, sinon totalement dissipé. Il savait ce qu'il devait faire maintenant. La clarté qu'il avait cherchée en venant ici, il l'avait trouvée, mais pas de la manière qu'il avait imaginée. Ce n'était pas l'inspiration pour un nouveau roman qui lui était venu, c'était quelque chose de plus fondamental, la compréhension de ce qui l'empêchait d'écrire, de ce qui bloquait en lui le flux de la créativité et de la vérité. Quand il arriva à la maison, il était presque 9 heures du matin. Il se prépara un café fort, s'assit à la table de la cuisine avec son téléphone, et chercha dans ses contacts le nom qu'il avait évité pendant 7 ans, Marc Dulac. Le numéro était peut-être périmé, Marc avait peut-être changé de vie complètement, mais il devait essayer. Il composa le numéro, le cœur battant. Après 4 sonneries, quelqu'un décrocha. « Allô ?» C'était une voix d'homme, hésitante, prudente. « Marc ? C'est Julien Mercier. » Il y eut un silence, long, pesant. Puis, « Julien. Ça fait longtemps. » La voix était neutre, ne trahissant aucune émotion particulière, ni joie ni colère. « Oui, ça fait longtemps. 7 ans, pour être précis. Marc, je t'appelle parce que j'ai besoin de te parler. De te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Julien prit une profonde inspiration et se lança. Il raconta tout. Son mensonge, sa jalousie, sa lâcheté. Il expliqua comment il avait saboté les chances de Marc non pas par jugement littéraire honnête mais par peur égoïste de la compétition. Il reconnut que le manuscrit était brillant, qu'il aurait dû le recommander comme promis, qu'il avait trahi la confiance que Marc avait placée en lui. Il s'excusa, simplement, directement, sans chercher à se justifier ou à minimiser sa faute.
Le silence qui suivit sa confession sembla durer une éternité. Puis Marc parla, sa voix tremblante d'émotion contenue. « Tu sais, Julien, pendant des années, je me suis demandé si c'était vraiment mon texte qui était mauvais ou si c'était autre chose. J'avais ce doute qui me rongeait. Ton opinion comptait tellement pour moi à l'époque. Quand tu as dit que ce n'était pas bon, j'ai cru que je m'étais trompée sur mon propre talent, que j'avais été aveugle à mes propres faiblesses. Ça m'a détruit, tu comprends? Pas seulement l'échec de publication, mais le doute sur moi-même. » « Je sais, » dit Julien doucement. « Et je ne peux pas réparer ça. Je ne peux pas te rendre cette année. Mais je peux au moins te dire la vérité maintenant. Ton manuscrit était excellent. C'est moi qui ai eu tort, pas toi. Et si tu l'as encore, si tu veux toujours le publier, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider. Je contacterai mon éditeur, j'écrirai une préface, je recommanderai ton travail partout où je le pourrai. Ce n'est pas suffisant, rien ne le sera jamais, mais c'est ce que je peux offrir. » Un autre silence. Puis, à la surprise de Julien, Marc éclata d'un rire bref, sans joie mais sans amertume non plus. « C'est étrange, tu sais. J'ai passé tellement de temps à t'en vouloir, à imaginer ce moment où tu reconnaîtrais ta faute. Et maintenant que ça arrive, je ne ressens pas la satisfaction que j'avais imaginée. Je ressens plutôt une forme de soulagement. Comme si un poids s'enlevait. Pas seulement pour toi, mais pour moi aussi. » Il marqua une pause, puis continua. « J'ai le manuscrit, oui. Je l'ai gardé, même si je n'ai plus jamais regardé dedans. Je ne sais pas si je veux le publier maintenant. 7 ans ont passé, je suis quelqu'un d'autre. Mais ce que je veux, Julien, c'est accepter tes excuses. Pas pour toi, mais pour moi. Parce que si je ne pardonne pas, c'est moi qui reste prisonnier de cette histoire. Le pardon, ce n'est pas dire que ce que tu as fait était correct. C'est juste décider de ne plus laisser cette faute définir ma vie. » Julien sentit les larmes monter de nouveau. « Merci, » murmura-t-il. « Merci de me donner ça. Je ne le mérite pas, mais merci. » Ils parlèrent encore quelques minutes, prudemment, reconstruisant un pont entre eux qui s'était effondré 7 ans auparavant. Avant de raccrocher, Marc dit « Si un jour je décide de reprendre l'écriture, je te contacterai. Pas pour que tu m'aides à publier, mais juste pour te montrer que je peux le faire par moi-même. Que ton jugement, bon ou mauvais, ne définit pas ma valeur en tant qu'écrivain. » « Je n'attendrai rien de moins, » répondit Julien avec un sourire dans la voix. Après avoir raccroché, Julien resta assis longtemps, regardant par la fenêtre la mer scintillante. Quelque chose avait changé fondamentalement en lui. La culpabilité qu'il portait n'avait pas complètement disparu. Elle ne disparaîtrait probablement jamais totalement, mais elle avait changé de nature. Elle n'était plus ce poids mort qui l'écrasait, le paralysait. Elle était devenue une responsabilité, un rappel de faire mieux, d'être meilleur, de ne plus jamais laisser la peur et l'égoïsme guider ses actions. Il ouvrit son ordinateur portable et, pour la première fois depuis des mois, les mots vinrent facilement. Il commença à écrire, non pas le roman que son éditeur attendait, mais une autre histoire. L'histoire d'un gardien de phare hanté par une faute, qui passait le reste de sa vie à rallumer la lumière en pénitence. L'histoire d'un homme qui apprenait que le pardon ne vient pas toujours de l'extérieur, mais qu'il faut parfois commencer par se pardonner soi-même, en affrontant honnêtement ce que l'on a fait et en s'engageant à réparer ce qui peut l'être. Il écrivit toute la journée, s'arrêtant à peine pour manger, plongé dans un état de flow qu'il n'avait plus connu depuis des années. Les mots coulaient comme une rivière longtemps endiguée qui retrouve enfin son lit. Ce n'était pas un roman commercial, pas le genre de livre qui se vendrait par dizaines de milliers d'exemplaires. Mais c'était vrai, authentique, porteur d'une émotion sincère. C'était peut-être, se dit Julien, le meilleur texte qu'il ait jamais écrit, précisément parce qu'il venait d'un endroit de vulnérabilité et d'honnêteté qu'il n'avait jamais osé explorer auparavant. Les jours suivants s'écoulèrent dans un rythme paisible. Julien écrivait chaque matin, marchait l'après-midi le long de la côte, lisait le soir devant la cheminée. Il retourna plusieurs fois au phare, toujours de jour cette fois, jamais la nuit. Il ne ralluma pas la lampe, ce n'était pas son rôle. Ce rituel appartenait à Mathieu, c'était sa pénitence,
sa manière à lui de faire la paix avec ses fantômes. Mais Julien comprit que chacun devait trouver sa propre façon de rallumer la lumière. Pour lui, c'était l'écriture, l'honnêteté dans son travail, le refus désormais de laisser la jalousie ou la peur guider ses jugements sur le travail des autres. C'était aussi, concrètement, le soutien qu'il pourrait apporter à de jeunes écrivains, non plus en se positionnant comme un juge mais comme un accompagnateur, partageant son expérience sans imposer sa vision. Une semaine après sa nuit au phare, Julien reçut un email de son éditeur. « J'ai reçu les 50 premières pages que tu m'as envoyées. Julien, c'est magnifique. C'est différent de ce que tu as fait avant, plus sobre, plus profond. Continue dans cette direction. Prends le temps qu'il te faut. Ce livre mérite d'exister. » Julien sourit en lisant ces lignes. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas peur de l'échec, pas peur du jugement. Il écrivait pour les bonnes raisons maintenant, non plus pour prouver quelque chose ou maintenir une réputation, mais parce qu'il avait une histoire à raconter, une vérité à partager. Un après-midi, alors qu'il marchait sur la plage en contrebas du phare, Julien rencontra le Guénec, le propriétaire de sa maison de location. Le vieil homme ramassait du bois flotté, qu'il utilisait pour sculpter de petits bateaux qu'il vendait aux rares touristes. « Alors, vous êtes allé au phare ?» demanda-t-il sans préambule. Julien hocha la tête. « Oui, la première nuit. J'ai vu la lumière. » Le Guénec ne sembla pas surpris. « Beaucoup de gens la voient. Pas tous, mais certains. Ceux qui en ont besoin, je dirais. » « Vous croyez vraiment que c'est l'âme de Mathieu Kervella qui rallume cette lampe ?» demanda Julien. Le Guénec haussa les épaules. « Je ne sais pas si je crois aux fantômes au sens classique du terme. Mais je crois que certains lieux gardent la mémoire des émotions fortes qui s'y sont déroulées. Le phare a été le théâtre d'un drame, d'une culpabilité profonde, mais aussi d'un long processus de repentir. Cette énergie reste peut-être, d'une manière ou d'une autre. Et ceux qui portent même un fardeau similaire peuvent l'apercevoir, entrer en résonance avec elle. » Il regarda Julien avec ses yeux délavés mais perçants. « Vous aviez un fardeau quand vous êtes arrivé. Je l'ai vu dans votre regard. Vous l'avez toujours, mais il est plus léger maintenant, n'est-ce pas ?» Julien acquiesça lentement. Le phare m'a montré ce que je devais faire. Ou plutôt, l'histoire du gardien m'a montré. Nous portons tous des fautes, des regrets. Mais nous avons le choix de ce que nous en faisons. C'est sage, dit le Guénec avec un sourire. Mathieu serait content de savoir que son histoire sert encore à quelque chose, qu'elle aide d'autres âmes perdues à retrouver leur chemin. Ils restèrent là un moment, en silence, regardant la mer qui se retirait avec la marée basse, découvrant les rochers couverts d'algues et de coquillages. Puis le Guénec demanda « Vous allez rester encore longtemps ?»« Quelques semaines, » répondit Julien. « Le temps de finir mon livre. Après, je rentrerai à Paris. Mais je reviendrai, je crois. Cet endroit est devenu important pour moi. » « Le phare sera toujours là, » dit le Guénec. « Abandonné, en ruine peut-être, mais toujours debout. Et sa lumière continuera de briller pour ceux qui en ont besoin. » Les semaines passèrent. Julien termina son manuscrit une nuit de pleine lune, alors que la mer était d'un calme absolu, miroir d'argent reflétant les étoiles. Il relut les dernières lignes qu'il avait écrites, savourant le sentiment d'accomplissement qui l'envahissait. Ce n'était pas la satisfaction orgueilleuse du succès, mais quelque chose de plus humble et de plus profond. La certitude d'avoir été honnête, d'avoir écrit avec intégrité, d'avoir partagé quelque chose de vrai. La veille de son départ, Julien retourna une dernière fois au phare. C'était en fin d'après-midi. Le soleil déclinait vers l'horizon dans une explosion de couleurs orange et rose. Il gravit lentement l'escalier en colimaçon, ses pas résonnant dans le silence. Quand il atteignit la lanterne, il trouva tout comme il l'avait laissé. La lampe à huile sur la table, le carnet de Mathieu à côté, ouvert à la dernière page. Julien s'approcha, prit un stylo dans sa poche, et écrivit sous les derniers mots de Mathieu. « Je suis venu ici cherchant l'inspiration. J'ai trouvé quelque chose de plus précieux, la vérité. Votre histoire, Mathieu, m'a montré que le pardon commence par l'honnêteté avec soi-même, par la reconnaissance de nos fautes, et par l'engagement sincère à réparer ce qui peut l'être. Vous avez rallumé la lumière nuit après nuit, en pénitence et en honneur de ceux que vous aviez perdus. Moi aussi, à ma manière, je rallumerai ma propre lumière. Merci de m'avoir montré le chemin. Puissiez-vous enfin trouver la paix que vous cherchiez. Julien Mercier, janvier 2025. » Il referma le carnet avec délicatesse, le replaça près de la lampe.
Puis il descendit et sortit du phare pour la dernière fois. Dehors, le soleil touchait l'horizon. Le ciel s'embrasait de couleurs flamboyantes, se reflétant sur la mer qui scintillait comme couverte de gemmes liquides. Julien s'assit sur un rocher face à l'océan et regarda le spectacle du couchant, imprimant dans sa mémoire chaque nuance, chaque variation de lumière. Quand le soleil disparut complètement sous l'horizon et que la première étoile apparut dans le ciel assombri, Julien se leva et commença à marcher vers la maison. Il ne se retourna pas vers le phare. Il n'en avait pas besoin. Il emportait avec lui ce que le phare lui avait donné, la compréhension que la rédemption n'est pas un événement unique mais un processus continu, que le pardon commence par soi-même, et que la lumière que nous cherchons dans les ténèbres doit d'abord être allumée à l'intérieur de nous. Le lendemain matin, Julien quitta Port-des-Brumes. Sa voiture chargée, il roula lentement à travers le village encore endormi. En passant devant l'épicerie-bar, il vit le guénec qui balayait le seuil. Le vieil homme leva la main en signe d'adieu. Julien répondit au salut, puis continua sa route. Le trajet de retour vers Paris fut paisible. Julien conduisait sans hâte, écoutant le silence plutôt que la radio. Il pensait à tout ce qui s'était passé ces dernières semaines, à la transformation qu'il avait vécue. Il n'était pas devenu quelqu'un d'autre, il était simplement redevenu lui-même, débarrassé des couches de culpabilité, de peur et de malhonnêteté qu'il avait recouvertes au fil des années. Quand il arriva à Paris en fin d'après-midi, la ville lui sembla différente. Toujours bruyante, toujours agitée, mais il ne se sentait plus submergé par cette énergie frénétique. Il avait trouvé son propre centre de calme, son propre phare intérieur qui continuait de briller indépendamment du chaos extérieur. Dans les mois qui suivirent, le livre de Julien fut publié. Il ne devint pas un best-seller, mais il toucha profondément ceux qui le lurent. Les critiques parlèrent d'une nouvelle maturité dans son écriture, d'une profondeur émotionnelle qu'il n'avait pas trouvée dans ses œuvres précédentes. Plusieurs lecteurs lui écrivirent pour lui dire que l'histoire du gardien de phare les avait aidés à affronter leurs propres fautes, à entamer leur propre processus de pardon. Marc Dulac reprit l'écriture. Il contacta Julien 6 mois après leur conversation téléphonique pour lui annoncer qu'il avait retravaillé son ancien manuscrit et en avait écrit un nouveau. Cette fois, il trouva un éditeur par lui-même, sans l'aide de Julien. Son roman fut publié l'année suivante et reçut un accueil chaleureux de la critique et du public. Quand les deux hommes se revirent, lors d'un salon du livre, ils se serrèrent la main comme deux égaux, deux écrivains qui avaient chacun parcouru leur propre chemin vers la vérité. Et chaque année, à la date anniversaire de cette nuit au phare, Julien prenait quelques jours pour retourner à Port-des-Brumes. Il louait la même maison, marchait sur les mêmes sentiers côtiers, et visitait le phare abandonné. Il n'y allait jamais la nuit, ne rallumait jamais la lampe. Ce n'était pas son rituel. Mais il montait jusqu'à la lanterne, ouvrait le carnet de Matthieu, et relisait les dernières pages, y compris les lignes qu'il avait lui-même ajoutées. Et chaque fois, il trouvait de nouvelles entrées. D'autres visiteurs étaient venus, d'autres âmes en quête de rédemption ou de pardon. Chacun avait laissé quelques lignes, racontant brièvement leur histoire, remerciant le gardien de phare disparu depuis longtemps pour la leçon qu'il avait laissée derrière lui. Le carnet se remplissait lentement, page après page, d'histoires de fautes reconnues, de pardons accordés, de lumières allumées. Une nuit, plusieurs années après sa première visite, alors que Julien était installé dans la maison de location et lisait avant de dormir, il entendit le vent se lever. Il s'approcha de la fenêtre et vit la brume monter de la mer, épaisse et mystérieuse comme cette première nuit. Et là, au loin, la lumière du phare s'alluma. Faible, vacillante, mais indéniable. Julien sourit. Il savait maintenant qu'il y avait probablement une explication rationnelle. Un autre visiteur, un autre voyageur égaré qui avait trouvé le carnet et décidé de continuer le rituel de Matthieu. Ou peut-être était-ce vraiment quelque chose de plus mystérieux, une énergie persistante, une mémoire du lieu qui se manifestait dans certaines conditions. Mais l'explication importait peu. Ce qui comptait, c'était la signification. Cette lumière dans la brume n'était pas là pour guider les navires, il y avait d'autres phares pour cela maintenant, plus modernes, plus fiables. Cette lumière était là pour rappeler à tous ceux qui la voyaient qu'il n'est jamais trop tard pour allumer sa propre flamme, pour affronter ses ténèbres intérieures,
pour choisir le pardon et la rédemption plutôt que la fuite et le déni. Julien resta à la fenêtre longtemps, observant la lumière clignoter dans la brume. Puis, paisible, il retourna se coucher. Cette nuit-là, il dormit profondément, sans cauchemar, sans tourment. Et dans ses rêves, il marchait sur une plage infinie sous un ciel étoilé. Et devant lui, un phare brillait éternellement, gardien silencieux mais bienveillant, rappelant à tous que même dans les nuits les plus sombres, même dans les brumes les plus épaisses, la lumière peut toujours être rallumée. Le secret du phare n'était pas un fantôme vengeur ou une malédiction ancestrale. C'était quelque chose de beaucoup plus simple et infiniment plus puissant, la certitude que le pardon est possible, que la rédemption est à portée de main, et que chacun de nous porte en lui la capacité de rallumer la lumière, même après l'avoir laissée s'éteindre. Et cette nuit-là, comme tant d'autres nuits avant elle et tant d'autres qui viendraient après, la lumière du phare brilla dans les ténèbres, témoin muet mais éloquent d'une vérité éternelle. Parfois, ce sont nos fautes qui nous enseignent nos plus grandes leçons, et c'est en affrontant nos ombres que nous trouvons notre lumière la plus authentique. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que cette histoire t'a apporté un peu de calme et de sérénité. Souviens-toi, comme Julien et Mathieu l'ont découvert, nous portons tous des fardeaux, des regrets, des moments où nous n'avons pas été à la hauteur de ce que nous aurions voulu être. Mais ce qui compte, c'est ce que nous faisons de ces moments. Nous pouvons choisir de les affronter avec honnêteté, de réparer ce qui peut l'être, et de rallumer notre propre lumière intérieure. Prends soin de toi, et surtout n'oublie pas que chaque jour est une nouvelle opportunité de faire la paix avec ton passé et de construire un avenir plus authentique. Si cette histoire t'a touché, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits apaisants. Je te dis à très bientôt pour une autre histoire, un autre voyage vers la paix et la compréhension. Bonne nuit, et fais de beaux rêves.